Lucas Ballot. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un ancien joueur professionnel de handball, un des plus titrés du sport français, 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde et 3 fois champion olympique. Bonjour Luc, comment ça va? Ça va et toi? Ok. Discute avec lui, allez. Allez. Ça va et toi? Ah, ça va super, super, hein. Déjà, petite première question de curiosité. Tu as pris ta retraite sportive l'année dernière, en février 2023. N'es-tu pas un petit peu déçu de ne pas pouvoir jouer justement les JO qui arrivent en juillet et d'être potentiellement champion olympique à Paris, en France? Bah, cette question, c'est vrai qu'on me la pose tous les jours en réalité. Je ne suis pas déçu parce que je savais ce qui allait se passer. T'es déçu quand c'est pas toi qui as pris la décision. Moi, j'ai programmé d'arrêter en 2020 après les Jeux de Tokyo. Déjà, j'avais programmé ça en 2016 déjà. Donc je savais que ma carrière de handballeur, elle s'arrêterait en 2020. Je savais qu'il y aurait les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Je voulais pas pousser jusqu'aux Jeux Olympiques parce que j'ai déjà eu la chance de jouer 4 Olympiades. Mes premiers c'était en 2008. J'ai eu la chance d'avoir 4 médailles, 3 médailles d'or. En réalité, je voulais aussi arrêter pour me consacrer à ce que je voulais faire après le handball. Je voulais pas m'y consacrer trop tard non plus. J'étais impatient de rentrer dans ma vie après handball en fait. Donc il fallait arrêter et je sais pas, non, je l'ai fait sans. J'ai de plus en plus de mal à répondre à cette question parce qu'en fait, je comprends pas. Je sais pas comment l'expliquer aux gens en fait. Comment expliquer que non, tout va bien. Je suis pas déçu, ça fait partie de la vie. En fait, tout a une fin et faut savoir s'arrêter au bon moment. Moi, je pense que le handball, c'était, même si c'est une passion, et en plus, c'était pas physiquement, c'est juste. Ouais, voilà, au bout d'un moment, faut. Je sais pas, dans la vie, je voulais passer à autre chose. J'allais partir dans un autre truc philosophique, mais c'est plus. J'adore, en fait, j'adore la peinture. J'adore la peinture, j'ai toujours voulu faire ça et j'étais impatient d'arrêter le handball pour m'y consacrer aussi. Ok, ok. Pour parler un petit peu de ta carrière, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail quels sont les moments clés de ta carrière, quels sont les moments qui t'ont le plus marqué en tant que joueur professionnel? Mémorable, il n'y a pas eu vraiment de moment. J'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, de gagner plein de compétitions. On me demande laquelle a été la plus intéressante. Je dis toujours que c'est les Jeux Olympiques en 2012 parce que c'était peut-être la plus dure pour moi. Enfin, pas pour moi personnellement, mais pour le groupe. Quand c'est dur et que tu y arrives, c'est beau. Les moments, c'est pas forcément des moments de sport, c'est plus des moments de vie avec les coéquipiers. Je pense que c'est ça que je retiendrai. Quand je repense à ma carrière, je repense surtout à l'ambiance qu'il y avait dans le groupe. C'est plus ça qui me manque plutôt que les moments sur le terrain. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de comment tu as gardé ta motivation, ta forme physique en étant joueur professionnel? La motivation, sincèrement, moi je suis quelqu'un en général de motivé tout le temps. Enfin, même si, comme tout le monde, t'as tes moments où t'as un peu la flemme, d'aller t'entraîner. Mais par contre, j'ai jamais eu la flemme de jouer un match de hand en fait. Quand on joue contre un adversaire, j'avais jamais toujours l'envie d'aider mon équipe, de faire un bon match. Beaucoup d'aider motivation à m'entraîner sur ma fin de carrière. Et c'est là que tu te dis, bah faut s'arrêter, tu vois. Donc tu le faisais par passion. Ouais, je le fais par passion, mais même par passion, des fois, même quand tu es passionné de quelque chose, le faire tous les jours à un moment donné, c'est dur parce que tu as envie de faire autre chose, ou tu es fatigué, ou tu as l'esprit ailleurs, ta vie perso, tout le monde vit ça. Et aujourd'hui, il y en a qui appellent ça la procrastination, c'est le terme exact. Moi, j'ai envie de dire que je pense que c'est humain, hein, on l'a tous, même quand tu vis de ta passion. C'était plus dur pour moi de m'entraîner que de jouer. Jouer, il n'y a jamais eu de problème. M'entraîner, c'était un peu difficile. Ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est dur, c'est le trajet pour aller à l'entraînement qui est un peu compliqué, de t'habiller. Après, une fois que tu es sur le terrain et que tu t'amuses, c'est ce qu'il y a de bien avec le sport, c'est qu'une fois que tu commences à pratiquer, c'est parti, et tu prends du plaisir. Donc pendant un entraînement, j'ai jamais eu une démotivation pendant l'entraînement. Et voilà. Je sais que quand tu étais en Norvège, tu étais blessé et en plus il y a eu cette période de Covid. Est-ce que c'était pas trop dur d'être écarté de ton équipe et de t'entraîner tout seul du coup? Non, c'était pas dur. C'était pas dur. J'ai envie de dire, ce qu'il y avait de plus difficile, c'est de me mettre dans la tête du coach. Parce que je me suis dit que le coach allait se dire que j'allais pas arriver en forme. Donc je l'ai appelé. Je lui ai demandé s'il avait confiance en moi et s'il savait. Et enfin, en gros, moi j'avais peur qu'il se dise, ben Luc, pendant 4 mois, il est livré à lui-même et il va pas s'entraîner. Et je vais pas te mentir, je me suis pas beaucoup entraîné en plus. Parce que je savais que j'en avais pas trop besoin. C'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais au bout d'un moment, je pense que tu sais en fait, tu sais ce qu'il te faut. Et là, j'étais dans une période où j'avais pas forcément besoin de faire beaucoup de muscu, beaucoup de footing. J'avais juste besoin d'être très fort dans ma tête parce que c'était mes derniers Jeux Olympiques. Comme tu disais, on sortait d'une période Covid. J'allais arrêter ma carrière de handballeur, donc je savais pas ce que je faisais après.
Donc tout ça en fait, c'était plus important, ces choses-là, dans ma tête, que d'aller soulever de la fonte en fait. Il fallait que je me prépare mentalement, surtout à cette compétition, donc je l'ai eu et il m'a dit qu'il avait confiance. Et quand on a gagné les Jeux, je l'ai remercié de m'avoir fait confiance et je lui avoue aussi que je ne m'étais pas beaucoup entraîné. Mais en fait, ce qu'il m'a dit, mais tu sais, moi je savais que, et ça m'a grave touché, il m'a dit, franchement c'était un autre genre, j'aurais pas, enfin toi en fait, je sais que tu es particulier et que, en gros il sait que physiquement, je vais pas te mentir, physiquement j'ai toujours été facile. Je suis arrivé, quand même dans le hand, je suis arrivé, j'étais très souple, j'allais vite, je sautais haut. Je veux dire, c'est pas parce que je fais pas d'entraînement pendant 4 mois, alors que j'ai fait 20 ans de carrière, que je vais perdre mon niveau de handball. Donc il le sait, tu sais. Il te faisait Mais- confiance. Mais tu dois aussi avoir, je pense, quelqu'un, pour toi arriver dans les meilleures conditions, tu dois avoir un coach qui te fasse confiance. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Quand je suis dans un groupe, si je sais que les gens autour de moi me font confiance, je vais pas me poser de questions. Je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. C'était ça un peu mon... Et donc il m'a fait confiance et tout s'est bien passé. Maintenant, pour les jeunes générations, quelles sont selon toi les qualités requises pour devenir handballeur professionnel? Que ce soit dans la motivation, la forme physique. Moi, tu sais, je tombe beaucoup sur des interviews, des échanges où les gens disent la vie c'est comme ça. Et en fait, j'aime bien les écouter. Et au bout d'un moment, je me dis qu'ils ont raison, mais qu'ils ont aussi tort. Parce qu'en réalité, on est tous différents. C'est vrai. Donc, moi, j'aime pas trop dire ce que les gens doivent faire. J'aime pas ça. Je peux te dire ce que moi j'ai fait. Si t'as l'impression que il y a des similitudes dans ton comportement, dans ta façon d'être avec mon comportement, tu peux les adapter à ta vie, mais on est vraiment tous différents. Tu vois. Donc, moi, je peux pas donner des conseils aux générations qui arrivent. Le seul conseil par contre, qui marche pour tout le monde, c'est prendre du plaisir. Et travailler Ouais, dur. Même pas. C'est rien. Tu peux pas dire à quelqu'un. Moi, j'ai pas travaillé dur. Hein. Ah oui? Moi, j'ai pas travaillé dur. Ça veut dire quoi en plus travailler dur? Ça dépend de notre vision. C'est vrai, moi je pensais un petit peu à se lever le matin, potentiellement avant les cours, Ouais, pour aller entraîner son handball. moi, je m'amuse. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé dur dans ma vie. Peut-être qu'au final, je travaille dur, mais je m'en rends pas compte. Peut-être que Mais pour c'est quelqu'un d'autre, c'est travailler dur. Tu vois. J'en sais rien. Se lever tôt. J'ai de la chance d'avoir fait un sport où j'avais pas d'entraînement le matin, moi. Beaucoup. Donc c'était Ah. plus facile. C'est plus facile. Du coup, je dormais jusqu'à 10h. Je sais pas ce que c'est, moi, de se lever à 7h du mat ou à 6h du mat tous les jours. Donc, je peux pas dire à quelqu'un de travailler dur alors que je l'ai pas fait. Par contre, un truc que je fais, je sais que je fais, c'est je m'amuse. Dès que je m'amuse pas, c'est pour ça que je parle d'amusement, parce que je sais que ça marche pour moi. Prendre du plaisir, c'est le plus important. Ouais, mais prendre du plaisir, on va me dire, ouais, mais c'est quoi prendre du plaisir? Ça va dire quoi? En fait, c'est peut-être s'amuser. S'amuser, ça veut dire quand je fais un truc, j'essaie de le faire de façon à mettre un jeu ou, tu vois, les entraînements de hand. Les coachs, ils font en sorte qu'on ait beaucoup de jeux. Donc on apprend des choses, mais en s'amusant. Il y a de la compétition, mais cool. Le jour du match, il y a la vraie compétition. Et du coup, moi, j'ai fait que du handball, donc je peux pas te dire pour le reste. Maintenant, ma vie, c'est la peinture. Donc quand je peins, pour moi, c'est même pas... C'est pour ça que je te dis, je sais pas ce que c'est travailler dur. Moi, maintenant, je peins, c'est pas un taf, quoi. C'est une passion encore. On a parlé de la Norvège. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton expérience d'avoir joué dans plusieurs équipes en France, en Espagne, au Japon ou encore en Norvège? Moi, j'ai été en Espagne quand j'avais 24 ans. J'ai joué 4 ans là-bas. J'ai joué pour moi dans la meilleure équipe, en tout cas club. Dans toute ma carrière, c'était la meilleure équipe, en fait. Parce qu'on nous appelait les Galacticos. Parce qu'il y avait, en fait, c'était un investisseur qui avait pris une équipe et qui avait fait venir les meilleurs joueurs du monde. Ma première année, on a gagné la Ligue des Champions. Les saisons suivantes, il y a Barcelone qui l'a gagné juste après nous. Ils ont inventé le système de la Final Four. Tout sur un week-end. Avant, c'était match aller-retour, comme au foot. Maintenant, là, c'était tout sur un week-end, demi-finale, finale. C'était plus dur, donc on ne l'a pas gagné. En plus, comme on était aussi dans une période de crise économique, il y a des joueurs qui sont partis. Le club commençait à avoir moins d'argent. Donc on était moins fort. Et ça m'a fait de la peine que ça se termine à cause de la crise économique, en fait. C'est comme ça que c'est terminé. Mais après, j'ai rebondi au PSG. Le PSG, il y avait le projet Qatar. Donc je suis arrivé parmi les premiers joueurs. C'était cool parce que Paris c'est ma ville, Ivry surtout c'est ma ville. Moi le PSG avant de jouer au PSG, le PSG foot je connaissais pas. Je suis pas quelqu'un qui suivait le foot. Quand je suis arrivé au PSG, j'ai vu l'engouement qu'il y avait derrière les cuissons parisiens. J'ai découvert, pour moi je signais juste dans l'équipe de Paris, c'était pas forcément
cette rivalité ou ce truc de Parisien. C'était cool parce que j'avais tout à côté, ma famille, l'appart, l'endroit où on s'entraînait. Donc c'était la vie, on va dire, facile. Ensuite, il y a eu le Covid. Et là, je me suis dit que, bon, je suis parti jouer en Norvège pendant la période Covid. Et après, j'ai voulu refaire un an au Japon parce que je voulais faire une année un peu tranquille. Et c'était pas une année tranquille parce qu'ils avaient des gros objectifs, mais moi je savais pas dans quel club j'allais. Hein. Je me suis juste dit je vais au Japon, j'ai appelé un contact, il m'a dit bon viens à Tokyo, ça aurait pu être dans n'importe quelle ville, j'aurais été, hein, tu vois, mais il y a des bons clubs dans tout le Japon, mais là c'était Tokyo. J'ai kiffé parce que les gens du club, mes coéquipiers là-bas ont été super heureux de me voir venir, super accueillants. C'est une période de ma vie que j'oublierai jamais. Voilà, je t'ai tout résumé. Pourrais-tu maintenant nous décrire quelles sont pour toi les clés pour gérer la pression des grands matchs et des compétitions internationales? La clé pour gérer les grands matchs, ouais, ça c'est un truc qui se travaille, je pense, dès l'enfance. La gestion du stress. En fait, on commence en tout cas moi, hein, encore une fois je vais parler de moi, tu commences à te forger en fait en vivant des choses. C'est pour ça que je dis qu'on est tous différents. En vivant des situations qui vont faire que quand tu es adulte dans ton métier, je pense que tu gères la pression d'une façon ou d'une autre. J'ai un exemple, imagine quelqu'un qui toute son enfance a eu un père qui lui criait toujours dessus. Quand il va à l'entraînement et que le coach il va lui crier dessus, peut-être que tranquille, vas-y, moi j'ai l'habitude qu'on crie dessus. Tu vois, Oui. c'est un peu ça, tu vois. Bien sûr. C'est bon, il me crie dessus, c'est mon coach, mais je sais que c'est comme un daron, il m'aime bien, y a pas de souci. J'ai déjà vécu ça, pas de problème. Voilà, tu vois, moi c'était un peu l'inverse par rapport au coach. Moi, j'avais l'habitude d'avoir des parents qui me laissaient tranquille, tu vois, qui n'étaient pas derrière moi tout le temps. Dès que j'ai eu des coachs qui étaient trop derrière moi, ça me prenait la tête et j'étais pas bon. Il fallait me laisser dans mon coin. J'avais pas besoin qu'on soit derrière moi pour que je bosse ou quoi. Mais dès qu'on est trop derrière moi, tu vois, et à l'inverse, il y a des gens, ils ont besoin qu'on soit derrière eux, qu'on les pousse, qu'on les motive. Et c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant aussi. En plus, je pense quand t'es coach, c'est de gérer plusieurs comportements, plusieurs individualités. Donc le stress, quand t'es coach, tu peux pas le gérer pour tes joueurs. Il faut que ton joueur, il est après à gérer tout seul. Tu peux lui donner des conseils et tout, mais le stress, c'est sa façon de le gérer. Moi, vu que je suis quelqu'un qui en général, j'allais dire stresse pas. C'est pas que je stresse pas, je prépare bien l'événement. C'est-à-dire j'essaie de penser à tout en avance, d'anticiper ce qui va se passer. Donc je me dis, imagine à 5 minutes de la fin, il se passe ça, t'as la balle, tu dois faire ci, tu dois faire ça. J'essaie d'analyser tous les scénarios. Ensuite, je donne une solution au scénario et pendant le match, je réalise ce que... Donc en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une grosse préparation mentale en fait. C'était ma façon d'analyser le stress. Parce que stresser, c'est quoi en fait? C'est tu penses à un événement et tu te dis, imagine ça se passe pas bien. Tu penses aux conséquences. Que dans les deux sens, hein. Bien sûr. Si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, tu vois. Moi, pour remplir cette partie-là où on pense aux conséquences, moi je pense aux scénarios qui vont se passer pendant le match. Donc du coup, ça remplit mon esprit et après, ça m'aide à bien répondre pendant le match. Je sais pas si j'ai bien répondu, si c'est clair. C'est très clair. C'est compliqué, le stress. Et en plus, des fois, il y a des jours, tu sais pas, tu stresses pas. Tu es dans une bonne phase de ta vie. Je sais pas, moi, t'es amoureux. Il y en a qui disent que l'amour... Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Tu es amoureux, tu penses plus à ta copine, à ta femme qu'au match. Tu arrives le jour du match, tu sais ce que tu as à faire. Tu l'as travaillé à l'entraînement. T'as pas besoin d'y réfléchir à la limite beaucoup avant. Donc tu joues et t'enchaînes et voilà, c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut s'amuser. Comme je disais tout à l'heure, il faut s'amuser. Plus tu t'amuses, plus tu enlèves cette partie de ton cerveau qui va penser au mauvais scénario. Donc tu stresses pas. D'accord. Pour revenir au fait que tu aies mis un terme dans ta carrière de sportif, tu nous as beaucoup parlé justement du fait que tu étais devenu peintre. Quelles sont maintenant tes nouvelles activités? Vers quoi tu t'es tourné? J'ai toujours voulu être artiste peintre, comme tu dis. Quand je suis rentré du Japon, j'ai tout mis en place pour avoir un atelier, peindre souvent. C'est simple, hein. Pinceau, peinture, t'as des toiles et tu peins. Et là, comme il y a les Jeux Olympiques, on me demande pas mal de trucs autour du sport. Donc je peins beaucoup le sport en ce moment. Et c'est marrant parce qu'il y a peu d'œuvres autour du sport. Donc c'est très rigolo en fait. Le sport, c'est l'un des trucs les plus suivis dans le monde. Le sport, là, on adore, mais on fait rarement le lien. Donc voilà, moi là, pendant les Jeux, je vais essayer de faire le lien en fait. D'accord. Et du coup, justement, parfait lien pour la dernière question. Qu'est-ce que tu penses que ton expérience dans le sport professionnel a pu t'apporter dans cette nouvelle discipline, justement? Tu as évoqué le fait que c'était une source d'inspiration. Est-ce que tu pourrais un peu développer? Une source d'inspiration de quoi? Excuse-moi, je t'ai pas écouté. Non, Je la refais. Et justement, ça fait un lien parfait avec ma dernière question. Qu'est-ce que ton expérience dans le sport a pu t'apporter justement dans ces nouvelles disciplines? Tu nous as dit que c'était justement une source d'inspiration. Est-ce que tu pourrais un peu développer ça? Ce qu'il y a de bien, c'est que je sais ce que c'est de ne pas avoir envie de s'y mettre. Déjà. Parce que je l'ai déjà eu dans ma vie d'avant. Je sais qu'une fois que tu t'y mets, tu prends du plaisir, donc
tu te forces. Je sais aussi que c'est important d'avoir un planning parce que dans cette discipline, dans ce métier que j'ai envie de mettre en place, tu es ton propre coach, tu es ton propre patron. Donc tu dois te lever, enchaîner tes tâches, faire attention de ne pas t'éparpiller. Et ça, c'est le plus dur, je pense, parce que tu peux vite reporter à demain et pas beaucoup produire. Et moi, ce que j'aime quand même, c'est d'être content quand j'ai produit. Ça me fait plaisir en fait de me dire, bon, aujourd'hui, je commence à 10h, je commence vraiment à 10h et je peins jusqu'à 18h. C'est ce que je fais en général. Mais ce qu'il y a de plus dur, c'est de le faire 5 jours dans la semaine, par exemple. Tu le fais un jour et après, le jour d'après, tu te dis bon, allez, c'est déjà bien ce que j'ai fait et tu bosses pas régulièrement. Et en fait, je pense que le fait d'être sportif et d'avoir une régularité dans tes prestations, ça me demande, moi, d'être régulier dans mes jours de travail. Je pense que si j'avais pas fait de sport, j'aurais été moins régulier là depuis que j'ai repris la peinture. D'accord. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps pour cette interview. De rien. T'as pas d'autres questions? Pas d'autres. C'est nickel. Merci. C'est rapide. De rien. Merci beaucoup.